Bonjour, excellent réveil à tous et merci d'être là avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. Dans 2 jours, le 31 du mois, nous aurons l'occasion de célébrer ou de participer à l'effort international de sensibilisation contre le tabagisme. Et bien sûr, l'Algérie a toujours pris part à cet effort de sensibilisation, à cet effort d'amélioration des conditions de vie de l'humain de manière générale. Et justement, nous avons coutume d'inviter les associations qui prennent part à cet effort et à cette sensibilisation, entre autres l'association El Badr, dont le président sera notre invité ce matin pour parler des mesures prises par l'association et d'autres membres justement de la société civile dans cet élan international de lutte contre le tabagisme. Dans cette matinale, nous aurons à faire un très beau voyage à travers les émotions, à travers l'amour porté si haut par un Touareg. Il fut un temps, au début du siècle dernier, où un grand poète, Moussa Tamtams, bon, je le prononce très mal, mais j'y arriverai tout à l'heure. En tout cas, ce grand poète, Moussa, avait chanté les louanges d'une belle Touareg, elle-même poétesse, Dassine, celle qui jouait si bien de son violon Touareg, qu'on appelle justement l'Imzad. Donc, elle a été mise en valeur à travers un ouvrage édité en 2022 par Amel El Mehdi aux éditions Casbah, dans lequel elle raconte justement ce grand amour, mais aussi la bravoure de tout un peuple touareg face à l'invasion coloniale de l'époque. C'est le livre Quand les dunes chantaient Dassine qu'on mettra en valeur ce matin avec l'auteur qui sera parmi nous. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de parler de pilote, oui, de sport mécanique, à travers la présence parmi nous d'une pilote et non pas d'un pilote, donc une des multiples championnes de notre pays, mais dans une discipline très peu pratiquée par les dames. Donc ce sera Nawel Hamza qui nous fera le plaisir de témoigner de sa participation à Algeria Bike Week, organisée donc le week-end écoulé et à laquelle prenaient part énormément donc de personnes passionnées de moto, passionnées de sport mécanique. Donc on en parlera avec elle, mais aussi avec le secrétaire général de la Fédération algérienne des sports mécaniques ce matin. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de parler d'art plastique en particulier à travers 2 empreintes qui participent actuellement à une exposition dans la galerie d'Ar al-Qsar. Il s'agit de Safia Khalfaoui et Saïd Chaouch qui nous feront le plaisir justement de parler de leur parcours ce matin et de cette participation à cette exposition collective qui sera en cours à partir du 1er et jusqu'au 12 juin prochain. Ce sera du côté de la Achour. Nous en parlerons avec les invités tout à l'heure. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Et tout de suite, je vous invite à suivre les nouvelles du ciel avec Amel Laribi avant d'entamer le débat avec nos invités. C'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver ce matin. Également. Voilà. Et je sais que vous êtes ravie de voir encore la pluie. Oui. Et ça ne va pas cesser. Oui, c'est vrai que ça a des effets bénéfiques dans la mesure où ça remplit nos barrages. Oui, mais bon, côté, hélas, oui, certaines régions ont beaucoup aussi souffert parce qu'il y a eu énormément de dégâts, effectivement. Oui, exactement, oui. Voilà. Mais malheureusement, c'est ça le climat. C'est ça le climat. Bon, que nous disent les cartes concernant le climat d'aujourd'hui en particulier, s'il vous plaît. Allons-y, merci Radia et bonjour à tous et bon réveil surtout. Donc pour aujourd'hui, on aura quelques pluies orageuses sur les régions de l'ouest durant cette journée, mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée, accompagné de pluies orageuses sur le centre et l'est. Eh bien, on maintiendra cette couverture nuageuse avec des pluies orageuses, mais localement assez marquées durant cette journée sur le centre-est
l'est et l'est du pays peut aussi parfois accompagner de chutes de grêle, donc soyez très très prudents. À noter des vents assez forts sur les hauts plateaux du centre, également quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau ouest. Aussi des vents assez forts cette fois-ci vers le Bécharwa, le Nord Sahara et les Oasis durant cette matinée. Donc soyez prudents, la visibilité risque d'être très réduite vers ces régions où les vents peuvent arriver jusqu'à 90 km/h et qui peuvent engendrer des soulèvements de sable, d'où la visibilité qui sera réduite vers ces régions sous un ciel passagèrement nuageux vers le Nord Sahara et le Bécharwa, mais le plus souvent voilé du côté de Tindouf avec une tendance orageuse. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer et à noter des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour un mois de mai. Le minimum 18 degrés du côté de Batna, 19 Djelfa, 21 Al Bayad, également Tizi Ouzou, 20 degrés à Tiaret, Annaba, également Constantine, 25 Alger, 26 à Oran, 27 Tlemcen, au sud 32 degrés Béchar Biskra, 35 à Gardaya, également Tamanrasset, 29 seulement à Tindouf, 37 Janet, 39 à Elizi, 41 degrés Borj Beji Mortal et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes est, plutôt agitée sur les côtes centre et ouest du pays, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes centre et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest et 20 à 40 km/h sur les côtes centre et 10 à 20 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. Et bien sûr, on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h58. Et pour plus d'informations, vu la situation aujourd'hui, eh bien, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Une météo présentée également par Amel Haribi qui vient nous donner les précisions pour cette journée, à qui on souhaite une excellente journée également. Excellente journée, Radia. Merci. Vous allez nous manquer. Hein. Ah bah merci, On vous se aussi. Jusqu'à la semaine prochaine, nos Inch'Allah. retrouvailles. Hein. Inch'Allah. En tout cas, merci à tous ceux qui sont avec nous. Allez, tout de suite, une petite chanson pour démarrer cette édition de Bonjour d'Algérie. Une chanson signée le groupe Dzahir qui nous interprète tout de suite les Layali Adrouni.
c'était là le groupe Zaire and France, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu l'apparition de quelques voix très connues de la chanson algérienne, c'était Ali Idriss entre autres, ou alors Hakim Salhi, et quelques amis du groupe, Omar Le Taïssa, le caméraman entre autres, le petit Omar de Dar Sbetar qui a fait sa petite apparition au même titre que quelques artisans de la Casbah. Merci à tous ceux qui sont avec nous, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors les fumeurs et les non-fumeurs seront intéressés par la séquence qui va suivre, puisque nous allons anticiper sur cette journée internationale, journée décrétée sans tabac par l'OMS, donc journée de sensibilisation à l'abandon de l'usage du tabac et de sa consommation. Aujourd'hui, nous en parlerons avec un invité qui vient de me rejoindre. Il s'agit de monsieur Mustafa Moussaoui, ou docteur Mustafa Moussaoui, donc qui est président de l'association Al-Badr. On est ravis de vous recevoir, docteur. Bonjour. Merci, bonjour, merci. Oui, j'ai beaucoup parlé, donc du coup, vous étiez perdu dans mes phrases. Mais en tout cas, on est ravis à chaque fois de vous recevoir, vous qui, avec un nombre de bénévoles qui vous accompagnent, insistez sur cette journée en particulier. Vous avez un rituel, on dira, dans ce sens. Oui, l'association Al-Badr, c'est une association d'aide aux malades atteints de cancer. Et bon, nous avons constaté dès le début de la création de l'association, c'est-à-dire depuis 2006, ça fait depuis 18 ans pratiquement, on a vu que pratiquement qu'il y avait un problème avec le tabac dans la mesure où 30% des cancers sont dus au tabac. Donc le travail de l'association, bien sûr, il se fait le 31 mai parce que c'est la journée mondiale sans tabac, mais il se fait durant toute l'année. Oui, parce durant que toute l'année. Bon, on fait ça, bien sûr, une sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des universités et au niveau des mosquées, notamment durant le mois de Ramadan où on fait toute une sensibilisation dans les mosquées. Voilà, donc vous ne dérogez pas à cette tradition aussi de faire campagne dans les moyens de transport urbain. Absolument. Donc le 31 mai, donc, ça fait pratiquement, c'est la 16e édition que nous faisons en partenariat avec la SNCF, la Société nationale de transport ferroviaire et ses filiales. On fait une sensibilisation dans les gares. Donc tenons déjà à les remercier pour leur participation, parce qu'ils nous aident pour faire cette campagne. Ça fait la 16e édition consécutive qu'on fait avec les chemins de fer. Et là, c'est vraiment la contribution d'une entreprise citoyenne dans l'intérêt, bien sûr, du public, de la santé des Algériens. Et là, on fait, bien sûr, le 31 mai de chaque année. Et cette année aussi, on va faire une sensibilisation dans les gares Alger, Ara, Blida, Oran, Béjaïa et Boumerdes cette année. Très bien. Donc, il fait toute une sensibilisation. Dans ces gares, il y aura bien sûr une distribution des dépliants, il y aura oui, voilà, les affiches, dépliants qui sont là, qui montrent un petit peu des images voilà, illustrant les conséquences du tabagisme sur le corps humain, notamment une partie du corps humain, on dira les poumons principalement, parfois la gorge. Quelles sont les parties du corps qui sont les plus atteintes par ce cancer? Justement, on a une affiche qui illustre tout ça. Une affiche, bon, qu'on n'a pas ramenée aujourd'hui, mais une affiche qui montre que toutes les parties du corps, absolument, ça c'est une mort lente, ça c'est les cancers qui sont dus au tabac. Bien sûr, il y a les cancers, 30% des cancers sont dus au tabac, mais il y a aussi d'autres effets du tabac, notamment sur les artères, sur les infarctus, sur la peau, sur le cerveau avec les AVC, au niveau des membres inférieurs, au niveau des artérites, il y a des gangrènes, il y a au niveau du rein, donc même cancer du sein. Donc toutes les parties du corps peuvent être causées par toutes les maladies peuvent être causées par justement le tabac. Le tabac, parce qu'une fois qu'on a allumé une cigarette, il y a 4000 substances chimiques qui se dégagent et plus d'une quarantaine sont cancérigènes.
Oui, une vidéo virale circule actuellement dans les réseaux sociaux montrant ces chercheurs qui avaient été impliqués dans la confection des cigarettes et qui témoignent justement de voilà, de ce que vous venez de dire, de toutes ces substances cancérigènes qu'ils ont introduites pour justement favoriser l'addiction d'un côté, mais en même temps, ils sont conscients aujourd'hui, ils dénoncent que ces substances sont vraiment cancérigènes pour certains. Bien sûr. Le tabac en lui-même, avant le tabac, ne causait pas toutes ces maladies, parce qu'il n'y avait que le tabac. Et là, depuis plusieurs années, enfin des dizaines d'années, il y a des produits chimiques qui sont introduits dans le tabac, notamment pour purifier favoriser la nicotine, pour la nicotine, l'absorption de la nicotine. pour mettre des odeurs dans le tabac, pour dégager une belle fumée en fumant. Donc tout ça, une fois que la cigarette est allumée, il y a tous ces produits chimiques qui se dégagent et ça fait 4000 substances chimiques. Et maintenant, les gens qui ont créé tout ça regrettent malheureusement une fois que c'est fait, c'est fait. Et témoignent justement de ces effets néfastes, donc, mais pas irréversibles, parce que c'est pratiquement l'épidémie dont les effets sont évitables. Exactement. Évitable. Exactement. Oui. Voilà, notamment par exemple le cancer du poumon, 9 cancers du poumon sur 10 sont des fumeurs. Une fois qu'on les interroge, est-ce que vous fumez? 9 sur 10, ce sont des fumeurs. Et justement, les cancers, toutes ces maladies causées par le cancer peuvent être évitables. C'est très important. Évitable, c'est pour ça que l'association Al-Bad National s'est engagée dans la sensibilisation, parce qu'on peut éviter toutes ces maladies. Absolument. Et je peux vous dire que le cancer du poumon, c'est un drame personnel, un drame familial et un drame social. Dans la mesure où, déjà, pour la personne, c'est une année de souffrance. Un cancer du poumon, la détection, le diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic précoce jusqu'à présent. Le diagnostic, il est très souvent tardif. Et les remèdes, il n'y en a pas, il y a pas 50 000. Il y a la chimiothérapie, il y a les traitements adjuvants, et puis c'est tout. Et puis il y a la douleur et la souffrance de la famille, il y a les problèmes respiratoires. Et tout ça, on peut éviter toutes ces maladies et tous ces problèmes. En faisant un effort sur soi pour justement se dire c'est le moment d'arrêter. Bien sûr, l'accompagnement psychologique des fois est de mise, la famille doit avoir de la patience les premiers temps, mais il faut absolument encourager les fumeurs qui sont autour de nous à décrocher. Alors justement, on a vu il y a un instant apparaître justement une cigarette électronique. Que pensez-vous de la cigarette électronique, docteur? Bon, la cigarette électronique, c'est bon. Est-ce que c'est un bon palliatif pour arrêter? Bon, c'est un bon truc pour arrêter, mais jusqu'à présent, comme c'est la cigarette électronique, ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'elle existe. Donc on n'a pas encore les effets à long terme sur l'organisme. Oui. Mais bon, bien sûr que les fumeurs, c'est le moment en Algérie, on a plusieurs occasions pour arrêter, parce il y a bien sûr les dates d'anniversaire, il y a la journée mondiale sans tabac, il y a surtout le Ramadan. Le Ramadan, les gens, c'est une bonne... Voilà, c'est une bonne opportunité, effectivement, que saisissent en général les fumeurs. En tout cas, pour ce qui relève de cette journée mondiale sans tabac, donc pour 2023, notre collègue Samia Bouharoul s'est intéressée à la question. Elle nous a proposé ce reportage qu'on va suivre d'abord et revenir juste après. L'OMS a institué la journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Cette journée du 31 mai se célèbre chaque année sur un thème différent à travers des campagnes de sensibilisation, des émissions, des articles, des conférences et autres. Cela nécessite donc l'implication active de tous, les gouvernements, la société civile, les médias et autres, pour une plus grande prise de conscience. Le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année et détruit notre environnement à cause des déchets post-consommation, sans oublier l'exposition à la fumée secondaire, ce qu'on appelle le tabagisme passif.
L'Algérie compte quelques 4 millions de personnes qui fument. La lutte contre ce fléau nécessite la conjugaison des efforts des différents secteurs ainsi que de renforcer la prévention et la sensibilisation en ciblant les personnes dépendantes à y renoncer à travers les 52 unités consacrées disponibles actuellement à travers le territoire national. Il est à rappeler que l'Algérie a ratifié la convention cadre de l'OMS le 12 mars 2006 afin de consolider le contrôle des produits du tabac et de garantir la protection de la population dans les lieux publics. Effectivement, nombreuses ont été les dispositions prises par les différents gouvernements à travers le monde pour réduire justement la consommation du tabac. D'abord par l'interdiction de cette consommation dans les lieux publics. Ça a été un peu généralisé en Europe et dans d'autres régions du monde, chez nous aussi. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été suffisant, Dr Moussaoui. Cette année, le slogan qui est très original, différent de ceux auxquels on a été habitué, nous dit « Cultivons des aliments, pas du tabac ». Absolument, c'est le slogan de l'OMS. Donc chaque année, le slogan de l'OMS qui revient d'une façon différente. Cette année, c'est cultivons les aliments, pas le tabac. Donc on sait que pour cultiver le tabac, déjà, on supprime les aliments. Alors que c'est pour lutter contre la famine. Bon, peut-être que l'Algérie n'est pas vraiment concernée par tout ça. Oui, mais on n'est pas un pays producteur de tabac, effectivement, on en est conscient. Absolument. Mais à travers le monde, il y a des producteurs. Il y a 124 pays qui sont impliqués dans la production de tabac. Donc au lieu de fabriquer, de cultiver des aliments, on cultive le tabac. Le tabac, ça ne donne pas à manger, ça ne lutte pas contre la famine. Ça ne participe pas à la sécurité alimentaire de l'humanité, dans la mesure où c'est le sujet vraiment qui trône actuellement. Absolument. Et il faut déforester aussi des forêts, parce qu'il faut des larges espaces pour cultiver le tabac et pour sécher le tabac. Donc tout ça, ça crée un problème d'environnement et un problème justement de lutte contre la famine. En fait, voilà, ce sont les cultivateurs qui sont invités cette année à réduire ou à abandonner cette culture au profit de cultures plus bénéfiques pour l'être humain. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, parce que si on réduit la production, le prix du tabac va augmenter automatiquement. Ça va décourager des consommateurs à travers le monde, le tiers-monde entre autres. Absolument. C'est ça justement parmi la convention cadre de l'OMS qui a été signée en 2003, c'est l'augmentation des taxes sur le tabac et pour justement diminuer un peu l'achat du tabac. Oui, donc aujourd'hui, donc on participe à cet effort. Dans le reportage de Samia Boharod il y a un instant, nous avons vu un petit peu les bénévoles de l'association Al-Badr, de la manière avec laquelle ils abordent les utilisateurs des transports publics et la manière avec laquelle ils essaient d'être persuasifs. Donc. Absolument. Ça, c'est bon, nous, on a été, ça fait déjà 16 ans, donc il y a des jeunes qui étaient avec nous depuis l'âge de 14 ans. Maintenant, ils ont plus d'une trentaine d'années. Donc, ils sont habitués à faire cette sensibilisation. Il y a un facteur qui est très important, c'est justement le slogan de l'association, c'est chaque année, il revient chaque année au niveau des écoles, c'est jamais la première cigarette. Nous savons que c'est au niveau des écoles, et c'est là le travail de l'association, c'est au niveau des écoles où on fait toute une sensibilisation pour que l'enfant ne touche pas la première cigarette. Parce qu'on sait que dès que l'enfant touche la première cigarette, il y a la deuxième cigarette et la troisième. Après, ce sera le paquet de cigarettes. Absolument. Et après, bien sûr, une fois adulte, le jeune, il veut arrêter. Et c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile parce que l'addiction est là. Absolument. Et c'est tout un autre processus de se défaire d'une addiction. Vous êtes d'accord avec moi, docteur, n'est-ce pas? Voilà, l'enfant, au début, il veut fumer pour être un adulte. Mais une fois adulte, il veut arrêter de fumer pour devenir adulte. Absolument. J'espère que cette sagesse, cette force, justement, sera auprès de tous ces fumeurs. On est conscient de la difficulté de se défaire de cette petite cigarette qui a été conçue
pour favoriser une addiction en fait. Absolument. Voilà. Ouais. En tout cas, on vous souhaite tous un prompt rétablissement parce qu'en fait, c'est quand même un mal qui ronge. Être voilà, prisonnier de cette cigarette, c'est quand même être voilà, addict à une substance qui nuit, qui tue lentement. Qui le tue lentement et qu'on peut éviter. C'est ça que tout le problème est là, c'est qu'on peut éviter tout ça avec un peu de volonté et il faut diminuer pour arrêter. Voilà. Merci infiniment, docteur Mustapha Moussaoui. Vous êtes le président de l'association Al-Badr qui participe à l'effort mondial de lutte contre le tabagisme à l'occasion justement de cette journée sans tabac le 31 mai de chaque année. L'association a eu 2 distinctions. Donc la première, c'était sur le tabac en 2015. C'était sur tout le travail qui a été honoré par l'Organisation mondiale de la santé en Algérie en 2015. Félicitations. En tout cas, bravo pour tous les bénévoles de l'association Al-Badr qu'on salue bien bas ce matin. Donc merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci aux friands justement de voyage et justement de découverte qui seront ravis certainement de retrouver une auteure et pas des moindres. Cet auteur n'est autre qu'Amel El-Mehdi qui nous permet justement de découvrir des pans de notre histoire, des pans aussi de l'imaginaire donc collectif qui retient des noms. À l'instar du nom d'une grande poétesse, Dacine, dont il sera question dans un instant avec l'auteur qui va me rejoindre après ce reportage qui va nous emmener dans une ville qu'elle aime beaucoup et dans laquelle elle vit actuellement. Il s'agit de l'Rouat qui compte de nombreux sites touristiques, de nombreux sites archéologiques. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir particulièrement le Palais Kourdan donc de Ain Madi. Donc c'est Samira Hadj Amar qui sera notre guide pour cette visite guidée. Me voilà sur la route de Ain Madi, à l'heure des belles ombres et des caresses invisibles d'un passé récent. Absolument rien n'échappe à mon regard, ni les mots bleus du ciel, encore moins la douceur du soleil, qui enveloppe cette atmosphère poétique, où règne une musique silencieuse. Sous mes pieds, le désert fuit. Il aurait voulu me raconter toute la magie d'un secret enfui dans les sables. Mon esprit divague sur la splendeur des paysages, du lent vol inespéré d'un oiseau, du chemin parcouru par une fourmi. Dans ces plaines étendues, je rêve de la princesse des sables et de son roi qui, il y a un siècle et demi, a bravé le monde entier pour lui prouver son amour. Instinctivement, j'imagine la jeune Aurélie parcourant à cheval ces plaines, aux côtés de son prince. J'imagine son cœur battre pour ce lieu où elle finira ses jours. Je la vois pénétrer le royaume que Sidi Ahmed, petit-fils du fondateur de la confrérie Tidjaniya, lui a construit, le palais Kourdan. Ils se marièrent pour la vie en 1871. Et ici, Aurélie Picard est devenue Lella Yamina. C'était en 1888. De ce lieu, elle écrira. Autour de la demeure est dessiné un grand jardin d'agrément avec fontaine, où l'eau murmure sur l'ambre bienfaisante d'arbres aux essences variées. Des allées de figuiers, de grenadiers quadrillent le jardin. Plus loin, c'est le potager, puis les vergers et enfin les terres en culture. À proximité immédiate de la maison, ont été construits des logements destinés à recevoir les affiliés de la confrérie, venant rendre visite au grand maître des Tidjanis. Le prestige des Tidjanis en fut accru et les pèlerins se rendant à Ain Madi ne manquaient jamais de passer voir le grand maître à Kourdan. Une bienveillante hospitalité était de règle. L'originalité de l'endroit, c'est déjà par rapport à sa localisation qui se trouve derrière il y a la montagne juste à côté, mais le climat ailleurs, il est aride. Alors qu'ici, c'est tout le temps frais, et il y a la fraîcheur même en été et tout. Donc l'endroit, déjà, il est très pensé et très réfléchi par rapport à la localisation. Et après, c'est par rapport aussi à l'architecture du palais qui est différent complètement de l'architecture locale. Parce qu'on voit les éléments architecturaux comme les arcades, les dômes. Les matériaux de construction, c'est la pierre. On voit les vitraux de couleurs, les arcades aussi. C'est un mélange de styles architecturaux comme le style ottoman, un style un peu plus occidental, un peu mauresque aussi par rapport aux décorations et tout.
voudrais parler de l'atmosphère agréable qui est ici, le calme. On ne dirait pas que c'est un lieu qui est au milieu du désert et tout. Je peux même parler de son histoire qui m'impressionne le plus, parce que c'est un lieu qui a été construit d'un homme qui fait preuve à sa princesse. C'est une belle preuve d'amour qui est très rare de nos jours et qui s'est inscrite dans le temps puisque ça date du 19e siècle. L'histoire m'inspire, mais au-delà de l'histoire, la philosophie de l'histoire, il y a un esprit en termes hegeliens. L'esprit, c'est la tolérance et le climat qui est très représentatif des lieux ici. C'est que si vous venez, vous risquez rien. Vous sentez vraiment la tolérance des gens et la paix, la spiritualité. Témoin d'une très belle histoire d'amour racontée par des écrivains et très connue aussi par l'auteur qui nous fait l'honneur justement ce matin de sa présence. Il s'agit d'Amel El-Mahdi, donc vous connaissez très bien ces lieux qu'on vient de découvrir à l'instant au reportage. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, j'y vais régulièrement, disons. C'est vrai que c'est paisible, mais pas aussi paisible qu'un désert. Et vous êtes une passionnée, une amoureuse des étendues désertiques. Ah oui, ah oui. Je ne sais pas, je suis tombée amoureuse, ça fait très longtemps et apparemment il n'y a pas de remède à cela. J'imagine, au gré des voyages, voilà, vous n'avez eu de cesse de découvrir des us et des coutumes, des populations qui ne ressemblent pas à celles du Nord. Les Touaregs sont assez particuliers, par exemple. Ah oui, c'est très différent. C'est-à-dire, à Tamnasset, on prend conscience de notre africanité, si vous voulez. Quand on est là-bas, à Alger, on a l'impression qu'on est plutôt des Occidentaux, disons-le. On n'a pas l'impression qu'on appartient vraiment à l'Afrique, mais à Tamnasset, si. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement passionnant, c'est tellement mystérieux, c'est tellement... Oui, il y a cette harmonie, ce vécu en harmonie avec l'environnement. Donc les Touaregs sont à l'aise. Ils s'installent sur leurs dunes, sur leurs dromadaires, de façon majestueuse. Ils dansent au gré de leurs émotions. J'aimerais dire, ils s'expriment. Ils s'expriment par la danse. Ils ont énormément d'honnêteté, énormément de droiture. Et c'est vrai que c'est une population impressionnante. Donc vous avez vécu 5 ans, il me semble, à Tamanrasset. Exactement. Et vous avez peut-être, par un geste comme ça d'écriture, voulu pérenniser tout ce que vous avez emmagasiné de par ces séjours et ces rencontres. Ah oui, exactement. J'ai écrit d'ailleurs 3 livres dont l'histoire se passe à Tamnasset, ou disons-le dans l'Ahagar. Il y a le premier, c'était Tinhinan Maren. Et puis il y a eu un conte fantastique, Yamsel, fils de la Hagar, et dernièrement l'histoire de Dassine et Moussa Agamstan. Voilà. Donc Dassine, donc Quand les dunes chantaient, Dassine, est le roman dont vous venez de parler, le dernier que vous avez commis, donc c'était en 2022. Et toujours avec le même éditeur, donc les éditions Casbah, qui vous font confiance à présent, qui apprécient justement tous ces récits, qui nous emportent très loin. Celui-ci est envoûtant, encore plus que justement le précédent. Donc vous parlez de cette reine Tinhinen qui impressionne donc, et qui raconte un peu l'histoire de ce matriarcat et de cet héritage touareg. Mais il est vrai que Dassine est une dame qui a impressionné aussi de par sa personnalité des populations et des générations dans la population touareg.
Tout à fait. Si on doit parler de Tininan, il reste toujours le doute sur son existence. Ça reste quand même un mythe, certains y croient, d'autres non, donc on est un peu mitigé. Les archéologues ont plusieurs versions, effectivement. Voilà, tout à fait, exactement. En étudiant le corps, le squelette, effectivement. Voilà. Alors que Dassine, déjà c'est plus récent. Elle est décédée en 1935, donc ça fait quand même pas si longtemps que ça. Tininan, elle a vécu au 4e, 5e siècle, donc ça remonte à loin. Et donc c'est plus palpable la personne de Dassine, disons-le. Voilà, donc les événements donc se passent et se déroulent au tout début du siècle précédent, n'est-ce pas? Donc en 1900, vers voilà, ces années-là, vous avez décrit un petit peu l'atmosphère, les protagonistes, vous les citez à travers aussi une époque que vous mettez en relief. Oui, parce que ça coïncide avec la pénétration française au Sahara. Tout à fait. Voilà, et donc vous avez l'histoire d'amour de Moussa Gamstan et de sa cousine Dassine, et parallèlement il y a ces événements marquants et très importants pour nous autres Algériens qui ne les connaissons pas. Hein. Moi je l'ai appris justement au fur et à mesure de mes recherches. Voilà, ces groupes humains donc, qui étaient des nomades à l'époque, qui n'étaient pas complètement sédentaires et donc ont reçu, à l'instar des autres contrées, des autres régions de l'Algérie, cette nouvelle, cet étranger, cet ennemi venu d'ailleurs qui veut s'introduire dans la Hagar. Donc les Touaregs ripostent, les Touaregs au début refusent de participer à cette pénétration française dans la Hagar et dans les deux Tassili. Ah oui, et farouchement même. D'ailleurs, il y a eu plusieurs missionnaires qui ont été tués. Il y a eu les deux missions Flatters, le massacre des missions Flatters. Il y a eu par la suite le mythe, d'ailleurs, c'est après cela, il y a eu le mythe du guerrier du peuple Touareg invincible, les guerriers Touareg invincibles. Et mais ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas si simple que ça, si vous voulez. C'était un mythe qui avait été entretenu par l'armée française elle-même, parce que il voulait, à l'époque, c'était les Anglais, les Britanniques qui avaient fait main basse sur l'Afrique, et ils ne voulaient pas que la France ait le monopole du commerce en Afrique. Et donc, la France, si vous voulez, là, quand je dis la France coloniale, bien sûr, avait laissé dire et avait entretenu ce mythe de ce guerrier invincible, alors qu'en réalité, il voulait arriver à avoir des accords, si vous voulez, pour partager l'Afrique. Ce n'est qu'en 1890 que lorsqu'il y a eu la rencontre entre les Britanniques et les différentes puissances européennes et qu'ils ont vraiment partagé l'Afrique, après cela qu'il y a eu. Et officiellement, c'est à partir de la bataille de Tite. C'était une petite bataille de rien du tout qui a duré une journée, mais qui a mis fin à ce mythe de guerrier invincible de Touareg. Voilà, mais qui n'a jamais entaché cette conviction qu'ont les Touaregs d'être des hommes libres. Des hommes libres, des hommes braves, des hommes qui tiennent un petit peu à cette vie paisible qui a été perturbée par cet intrus. Et donc, voilà, c'est à vous entendre parler, on réalise à quel point vous êtes, au fait de ces actions, de ces événements qui ne sont pas très connus, qui n'ont pas été beaucoup évoqués par les historiens en Algérie ou ailleurs, très peu. Et donc, vous racontez un pan d'histoire un peu méconnu, un peu oublié, et vous réhabilitez aussi des personnages dans votre livre. Oui, il existe beaucoup de héros chez nous qui sont encore méconnus. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis point une historienne. Tout à fait, mais en revanche, le livre est super bien documenté. Il y a des indices, une bibliographie qui atteste d'une recherche très approfondie qui vous a pris combien d'années ?
je ne sais pas, une année et demie, je ne sais pas, j'ai pas vraiment. Peut-être un peu plus, peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas, j'ai pas. Oui. Bon, je suis à la retraite, donc j'ai beaucoup de temps. C'est excellent. Donc je ne sais pas vraiment. Voilà, donc il y a beaucoup de gens beaucoup de héros, je disais, qui sont méconnus. Et entre autres, il y a Moussa Agamstad. Et je trouve malheureusement que on a été un peu injuste avec lui. Non seulement il n'est pas méconnu, mais on a été même au-delà de ça parce que il avait été aménocal, il avait signé un traité de paix avec l'armée française. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait deux clans chez les Touaregs. Il y avait ceux qui étaient farouches à la présence française. Il y avait certains qui, pour des raisons vraiment très concrètes et très pratiques, parce que il faut savoir que l'armée française, parce que vous savez, ils étaient bien conscients qu'il aurait été impossible de prendre toute cette immensité. Donc, il fallait trouver un autre plan. Donc, ils ont essayé d'étouffer le commerce des Touaregs. Et ça a été un plan bien étudié, bien établi. Donc, ils ont commencé par établir des forts au nord du pays, donc Fort l'Allemand, Fort MacMahon, Fort Méribel. Ensuite, après cela, ils ont pris possession de Ain Salah, qui était à ce moment-là Ain Salah et le Touat en même temps aussi. Voilà, Ain Salah, surtout Ain Salah qui se trouvait dans le Tidikelt. C'était le Tidikelt, quoi. Et qui est un pôle très important, un pôle commercial d'approvisionnement pour les Touaregs. Vous leur enlevez Ain Salah, ils sont... Et après cela, elle s'est implantée sur les frontières méridionales. Donc les Touaregs se sont trouvés cernés et encerclés de toutes parts. Et c'est à ce moment-là que certains ont commencé à changer d'optique et à se dire que peut-être qu'il faut... et puis à prendre conscience aussi de la puissance de l'armée française. Eux, ils n'avaient que des Takuba. Des Takuba, qui veut dire une épée, tout simplement. Ils n'étaient pas armés. Voilà, donc que va faire une Takuba contre des armées, des fusils à répétition, canons et des fusils. Et des canons, etc. Absolument. Voilà. Donc, et c'est vrai, ce déséquilibre de force a été bien perçu par d'autres leaders, l'Amir Abdelkader entre autres, qui a été obligé lui aussi de signer les accords de Tafna et tant d'autres, qui a fini aussi par accepter la soumission à ce colonisateur. Et c'est vraiment être face à une force qui est dominante et qui est écrasante et aussi qui est destructrice. Et donc voilà, vous essayez à travers ce livre de donner le point de vue à une époque où la nation algérienne n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Exactement. Voilà, ces tribus guerroitaient encore, elles étaient un petit peu dans le sud, pas très très présentes au nord, donc voilà, c'était un autre contexte historique. C'est-à-dire, la limite, c'était le Tidikelt pour les Touaregs. Et il y avait à l'époque la notion de réseau. Oui. Carrément, hein, les Touaregs guerroyaient déjà, les tribus Touaregs guerroyaient entre eux, ceux de la Hagar, ceux du Tassili Nadjer, etc. Et contre aussi les Sha'amba. Donc, alors imaginez un autre intrus, un autre envahisseur français, il n'allait pas du tout l'accepter. Oui. Voilà. En tout cas, il a fait preuve de sagesse, il a fait preuve d'énormément de positions fédératrices qui ont été respectées à l'époque par les Touaregs, qui étaient sous son égide. Et puis, ce qui a fait la célébrité de Moussa, ce n'est pas seulement son statut d'aménocal ou sa sagesse ou son esprit guerrier ou révolté, c'est aussi son histoire d'amour. Et c'est ça qui est la plus belle partie de ce livre, en fait. Oui, qui est empreint de poésie, parce que la structure elle-même du livre est incroyable, parce qu'on est transporté par la poésie, puis par le récit, et puis par l'actuelle époque dans laquelle nous vivons. Et donc, c'est un voyage incroyable que vous nous offrez.
Merci. Oui, l'histoire, on va raconter un petit peu si vous voulez. Avec plaisir. L'histoire de Moussa et de Dassine, elle est d'autant plus tragique que ces deux personnes, c'est-à-dire, avaient toute la liberté de vivre leur amour au grand jour. Il n'y avait, c'est-à-dire, aucun obstacle à ce qu'ils vivent cet amour-là, qu'il soit d'ordre social ou politique ou autre. Donc, c'était la société, la société de Targui. Le seul, vous allez me dire, alors pourquoi pas? Qu'est-ce qui les a? Le seul problème, c'était leur ego. L'orgueil et leur ego démesuré. Voilà. Dassine était belle, c'était une très belle femme. Elle était riche, elle descendait, elle était noble. Par tous les hommes de l'époque. Elle avait tous les hommes à ses pieds. Charles de Foucault disait tous les hommes l'aimaient. Et même lorsqu'elle s'est mariée, ils ont continué à l'aimer en secret. Donc vous imaginez. Elle était noble, elle était poétesse et elle était une très grande joueuse d'imsad. D'après mes recherches, on venait de très loin, c'est-à-dire on n'hésitait pas à franchir des centaines de kilomètres pour venir quand on savait que Dassine était jouée ou était présente dans une soirée d'Ahal, donc rien que pour l'écouter. On laissait tomber les Takuba et on venait, même les rivaux venaient pour écouter Dassine. Et c'était incroyable. En fait, ce sont les récits qui m'ont été rapportés lors de mes voyages à Tamanrasset. On nous parlait de cette incroyable poétesse que les doyennes d'aujourd'hui, les joueuses d'imsad, ont beaucoup de respect en l'évoquant. Hein. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et puis imaginez, c'est-à-dire, on est aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société touareg, matriarcale, où l'autorité est détenue par la femme. Donc imaginez une femme comme Dassine avec des atouts pareils, donc imaginez quel devait être son poids. Dans cette société. Une anecdote avait retenu mon attention, cette belle et longue nuit qu'elle a passée aux côtés à discuter avec son amoureux, donc, durant laquelle ils se sont fait des confidences. Ils voulaient comprendre comment elle avait osé rejeter un prétendant, un fiancé. Et donc là, c'est vrai que l'anecdote démontre à quel point la femme avait son poids. Elle pouvait dire non, et de quelle manière? En offensant. Voilà, exactement. C'est vrai. Elle a défendu sa liberté, elle a envoyé un simple message pour dire ce mariage n'aura pas lieu, reprends tes bagages et va, pars d'ici. Voilà, elle a été vexée, elle a vécu ça comme un affront parce qu'il n'a pas demandé son autorisation. Voilà, il a été voir ses parents, sa mère et les autres, sa famille sans lui demander son autorisation. Sans daigner demander son autorisation, ce qui n'était pas d'usage à l'époque. La femme avait son mot à dire et parfois aussi lors de cérémonies très, très appréciées par les jeunes à l'époque, donc où il y a une musique très, très prenante, l'Iswat, où l'Iswat était de mise, donc où les jeunes filles et les jeunes gens se rencontraient. Voilà, on les appelait les ahal, singulier ahal, et les ihalen, entre autres. Au pluriel. Et donc, voilà, c'est-à-dire que elle, son orgueil s'est exprimé lors d'une de ces soirées d'Ahel où Moussa ne s'était pas présenté. Voilà, exactement. Donc, ils ont été ensemble, c'est-à-dire pendant un moment, mais jusqu'à cette fatidique soirée où il n'est pas venu et les autres jeunes filles qui étaient vraiment jalouses d'elle, donc c'était une occasion de se moquer et de la charrier. Et elle n'a pas pardonné cet affront à Moussa. Et ce qui est inouï, étonnant et incompréhensible même, c'est lorsque quelques mois plus tard, 3 prétendants se présentent dans Moussa Gamstan, et elle refuse Moussa et elle préfère Aflan. Voilà. Mais elle se rend compte tout de suite après de son erreur parce qu'elle aimait, elle était toujours éprise de Moussa. Et c'est pour ça que son union avec Aflan ne va pas durer. Elle va avoir un enfant avec lui. D'ailleurs, c'est un fait révélateur. Elle va l'appeler Sidi Moussa le lionceau. Le lionceau par rapport à Moussa Agamstan qui était surnommé le lion. Vainqueur de lion. Voilà, et vainqueur de lion. Il avait effectivement tué
tué un lion, ce qui était rare, et ça a été l'objet de grandes fêtes dans les communautés. Ça a été rapporté par tous les Touaregs. Il a été ainsi, voilà, il s'est démarqué par ce geste. Mais bon, lui, en revanche, vous montrez à quel point les Touaregs sont sensibles et en harmonie avec la nature. Lui, il n'était pas fier de ce fait. Tuer un lion pour lui, un lion isolé, c'était un geste qu'il n'a pas du tout. Une preuve de courage. Lui, il était connu pour son courage phénoménal. Il paraît qu'il était très courageux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était respecté et aimé. Son courage et surtout son sens de l'honneur. Il était contre la traîtrise, même pour ses ennemis. Même contre ses ennemis, il n'utilisait jamais Il était conscient que le lion n'attaquait pas forcément, sauf s'il se sentait menacé. Voilà, et donc ce jour-là, il avait remarqué ce fauve solitaire. Il le tenait, il essayait de le regarder, de loin, comme ça, il le surveillait. Il savait qu'il n'allait pas attaquer. Et il a fallu que les autres paniquent, et là, le lion a attaqué. Et il s'est retrouvé face à face avec lui, donc il n'a pas eu d'autre choix que de le tuer. C'était une des multiples anecdotes qui montrent un petit peu la bravoure et la pensée de Moussa à l'époque. Moussa, donc, s'en va dans une chevauchée à travers le désert, blessé par sa dulcinée. Et donc, c'est là où on comprend un petit peu le poids de ce titre que vous avez choisi. Donc, quand les dunes chantaient Dassine, donc la voix de Dassine résonne fort dans ces immensités désertiques, par rapport à cet amoureux transi, mais aussi dans un musée, le musée de l'homme, dans lequel il se passe des choses aussi en rapport avec la voix de Dassine. Oui, justement, là, on va un peu plus loin, on saute quelques... Oui. Il faut savoir que l'Imzad de Dassine a été pris par Henri Lotte, et il avait été remis au musée de l'homme, où il y est jusqu'à... maintenant il est au musée Quai Branly, mais il y est toujours. Oui. Voilà, donc... C'est un instrument, effectivement, qui est unique en son genre, donc qui est donc classé actuellement au patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà, l'Imzad depuis quelques 2016, années, je crois. a été classé parce que pour sa singularité, son authenticité, pour aussi ses particularités. L'une des particularités de cet instrument est que ce soit vraiment l'apanage des femmes. C'est un instrument exclusivement féminin. Féminin, voilà. C'est la femme qui le conçoit, qui le prépare. Exactement, c'est les femmes elles-mêmes qui le fabriquent. Tout à fait. Avec une calebasse, et la peau de vache ou de chèvre, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Le fil, c'est un instrument unicorde avec une seule corde. C'est fait avec le crâne de cheval. Et c'est uniquement les femmes qui y jouent. D'ailleurs, on dit que si les hommes le touchent, ça leur portera malheur. Voilà. Et justement, on ne va pas raconter justement ou comment dire... défaire le mystère de ce qui est raconté dans le livre, parce qu'il y a une belle histoire mystérieuse qui se déroule dans un musée par rapport à cette voix et tous ces gardiens de nuit qui sont un petit peu maudits quelque part, et on découvrira par la suite le lien avec Dassine, effectivement, mais c'est tout plein de mystères et c'est si bien raconté. Dassine, donc cette voix qui porte très loin, et c'est ce jeu d'Imzad aussi qui est sa particularité, dans la mesure où après cet amour perdu, on dit que la corde de Dassine n'a jamais émis de son aussi mélancolique dans l'histoire de l'Imzad. Oui, il paraît qu'après, elle a cessé de jouer. Abandonner, elle parlait très peu. Après la mort de Moussa Agamstan, après, bien plus tard. Donc elle a un petit peu, elle s'est laissée aller, rongée aussi par les remords aussi et les regrets. Il y a eu beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire tragique. Voilà.
Et donc voilà, c'est une très belle histoire en tout cas à découvrir. Il y a des détails incroyables et puis toute cette poésie que vous rapportez. Et bien sûr, celle qui restait un petit peu ancrée dans mes souvenirs quand j'ai été à Tamanrasset, on va la reprendre tout de suite. Préfère à toutes les voix, préfère avec moi la voix de l'Imzad, le violon qui sait tout chanter et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu plus d'un cœur pour tout aimer? Pour tout aimer, oui. Voilà. C'est Dacine qui avait dit ça. C'est Dacine, oui. C'est très beau. Elle a des poèmes magnifiques. C'est d'une beauté. Et malheureusement, ils sont intraduisibles. Hein, donc, voilà. Si vous voulez, pour revenir, si on a un peu de temps, pour revenir à brièvement, parce qu'on arrive au terme de cette séquence. Agamstan, oui. On oublie que Moussa Agamstan, que c'est grâce à Moussa Agamstan que l'islam a été répandu dans le Hogar. C'est-à-dire, c'est grâce à lui, c'est lui qui a mis en échec. Voilà, qui a mis en échec la politique de Charles de Foucauld et du général Lapérine pour évangéliser le Hogar. Voilà, c'est vrai que l'ancrage musulman s'est étendu grâce à lui, face à cet effort d'évangéliser les populations touareg à l'époque par Charles de Foucauld et tous les missionnaires installés dans le sud algérien. Donc ce sont de belles histoires à découvrir absolument dans le livre qu'on vous propose ce matin. Donc Quand les dunes chantaient d'Assine, c'est le roman signé Amel El Mehdi qui vient de nous raconter des pans seulement, mais ô combien sont intéressantes les parties à découvrir dans ce livre, donc édité par voilà, les éditions Casbah ont eu justement l'accompagnement que vous appréciez à chaque fois et à chaque sortie de livre. Rappelons que vous êtes également l'auteur de La Belle et le Poète, Tininen ma mère, Yamsel, fils de la Hagar, Sous le pavillon des Raïs. Là, on sort du désert et on vient au nord. Et puis, vous vous intéressez aussi à l'émigration clandestine à travers un très bel ouvrage, Une Odyssée africaine, le drame de l'immigration clandestine, un autre roman, ainsi que les belles histoires de votre grand-mère que vous racontez si bien dans un ouvrage destiné aux enfants essentiellement. Merci infiniment. Merci à Ce vous. fut un plaisir. Donc, on vous souhaite bon vent pour la suite et on attend avec impatience les prochains. Merci, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. En tout cas, merci à tous ceux qui sont avec nous. On va quitter l'art, on va quitter la culture pour parler un petit peu de sport tout de suite. On va surtout parler de sport mécanique, mais avant, on va planter le décor avec ce reportage signé Lamia Boudbouda qui nous a retracé un peu le déroulement de Algeria Bike Week, Caroubier. Et c'est parti. Algeria Bike Week, dans sa deuxième édition, a été un moment festif pour les amoureux de la moto et des sports mécaniques en général. Au programme, parade, show, exhibition et vente d'accessoires et d'équipements moto. L'événement en lui, d'abord, c'est regrouper les motards. Deuxièmement, c'est changer l'image qu'on a des motards. On a tendance à avoir une mauvaise image des motards, malheureusement. J'ai envie de dire, c'est une petite catégorie qui fait du bruit et qui ternit un peu l'image des meilleurs motards. Parce que les motards, dans le monde entier, c'est connu que ce sont des gens qui sont organisés et structurés, etc. Et on le voit aujourd'hui ici. Et ensuite, le deuxième axe de cet événement, c'est la prévention routière. Red Discover Algeria, un rallye touristique sur 1000 km permettant de promouvoir la destination Algérie. Nawel Hamza, docteur en chirurgie générale, y a participé. On a fait la côte de Tipaza vers Oran, c'est-à-dire on est passé Mosta et tout. Le but c'est quoi? C'est pour inciter les gens à visiter l'Algérie, qu'il y a de belles villes touristiques et c'était magnifique. Ma passion c'est depuis toute petite. J'ai commencé par les petits scooters soutenus par ma famille, donc depuis toute petite j'aimais le sport mécanique. Kamel Saadna, fondateur d'un motoclub cécifien, les Aigues de la Route. Pour lui, être un motard est d'abord un style de vie. La moto, vraiment, c'est une culture pour montrer aux jeunes motards que la moto, ce n'est pas un voyoutisme ou bien. La moto, كما نقولوا راهي وسيله الناس دوكا راهي تتنقل بها تخدم بها
ظاهره كاين الناس يشوفوا في الجو المطار هذا باللي يعني متهور في الطريق مي نو حنا لو كلوب تاعنا فريمون بون لو كلوب يدون فريمون نظره مليحه للجو المطار هذا ينعتوا باللي يعني المطار هذا باللي يكون واعي عاقل. Le volet sécurité routière a été abordé lors de cet événement. La Sûreté nationale est revenue sur les consignes de sécurité. نلتقي اليوم على مستوى فضاء الصابلات في هذه الحملة التحسيسية التوعوية لأنه مثل هذا الرالي له بعد تحسيسي وثقافي وحتى سياحي وتواجد مصالح الأمن الوطني في هذا المعرض من أجل التوعية والتحسيس من حوادث المرور والوقاية من مخاطر أيضا الدراجات النارية خاصة وأنها أصبحت بين الضرورة والخطورة في الوقت الراهن. Riyad et son fils Imed partagent la même passion. On part souvent à Tipaza, chaque vendredi. On prend des cafés ensemble. Dans la route, il me donne des consignes. Il ne faut jamais partir en balade avec la moto sans le casque. Il faut toujours ramener des protections avec. Il faut rouler doucement. C'est ça, et ça fait plaisir et je veux devenir comme lui. دابا يتعلم لا موطو يتعلم يسوقها بالعقل ماشي تاع الجري باسكو لي موطو اللي دافيسون سي با تي موطو تاع الجري ماشي يجري بها ولا سي بور ادميري لا ناتور يحوس لو بريستيج يعطيك صحه فوالا. Pour les passionnés de moto, désormais, Algeria Bike Week est le rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Le show est garanti. Voilà, on va parler de sport. Je vous l'avais promis tout à l'heure, juste avant ce reportage signé Lamia Boudboudak, qui nous a permis un peu de voir l'installation qui a été organisée, justement orchestrée par la Fédération algérienne des sports mécaniques, représentée ce matin sur le plateau par Massi Bouargache. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Vous êtes le secrétaire général de la fédération. Tout à fait. Voilà, on vous a vu de toute façon dans le reportage, vous êtes intervenu pour un petit peu parler du déroulement. Et puis on est ravis de recevoir celle qui était cachée derrière son casque tout à l'heure et qui l'a enlevé pour les besoins de l'émission. Nawel Hamza, bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'une des rares pilotes de ce pays, donc on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci, je suis ravie. Ouais. Voilà, donc j'imagine un petit peu votre plaisir de retrouver vos semblables sur un événement de ce genre, n'est-ce pas? Oui, ça fait plaisir. En fait, j'attendais ça depuis longtemps. J'étais toute excitée. En fait, l'année passée, on a fait ce genre d'événement, mais cette fois-ci, c'était encore plus énorme et plus voilà, sensationnel. C'était grandiose. Il y avait une très belle parade que le public a vraiment appréciée. On a vu un défilé de motos incroyable lors de cet événement. Tout à fait. Il y avait 1200 motos qui étaient présentes.
venus des 4 coins du pays et même des pays voisins et un peu lointains, parce qu'il y avait des participants de l'Arabie Saoudite, de la Libye et de la Tunisie. Très bien. Il y a un groupe qui a contribué auprès de la fédération à l'organisation d'un tel événement, un groupe qui essaie aussi de valoriser l'image du biker ou du conducteur de moto chez nous. Il s'agit donc de Live to Ride, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc nous avons eu le plaisir de recevoir ici même lors d'une campagne de sensibilisation. Et là, on voit un départ. Il y a eu une petite compétition en marge de l'événement? Oui, exactement. Au fait, ici, c'était pendant le rallye touristique. Le trajet était entre, Tipaza vers Mostaganem et Oran, tout le littoral, voilà, avec en 2 parties. Donc la première partie, c'était en Tipaza, Mostaganem. On a fait des petits relais, on s'est arrêté. Et après, le lendemain, c'était Mostaganem, Oran. C'était extra magnifique. C'était pas éprouvant, c'était pas fatigant? C'était un peu fatigant, mais surtout, c'était le combat contre la pluie, hein, parce qu'il pleuvait à torrent. On était sous la pluie, on ne pouvait pas s'arrêter. Donc les conditions météorologiques n'étaient pas en faveur. Pourtant, il y a eu du soleil juste avant, dommage. Oui, tout à fait. En tout cas, vous êtes habitué à présent des rallyes, vous en avez fait plusieurs, et les coupes et les trophées ici présents en attestent. Beaucoup, c'est tout ce que j'ai pu ramener. Pour ne pas vous alourdir, mais bon, celui-ci rappelle quelle compétition? Voilà, c'est écrit, c'était pendant le Gymkhana 2021. Course de vitesse au niveau du 5 juillet. J'étais classée la première. Très bien, et le second? Celui du rallye Discovery, où j'étais classée aussi la première. Lady Winner, le tout récent? Le touristique, voilà, celui-là. Bravo, félicitations. Voilà, c'est vraiment une championne qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Oui, tout à fait. En fait, déjà, c'est un honneur de voir qu'elle est là, qu'il y a des passionnées, même féminines, parce qu'on a un peu tendance à penser que c'est un milieu un peu machiste, alors que pas du tout. Je pense qu'elle peut témoigner qu'elle est accueillie vraiment à bras ouverts dans la famille des sports mécaniques et dans la famille des motards en particulier. Les motards qu'on citait, le club qu'on citait tout à l'heure, Live to Ride, opère en famille. Ce sont des familles qui se déplacent, qui ont du plaisir à partager des moments sur leur moto, donc d'être en groupe, de vivre aussi ces moments intensément. Exactement. En fait, vraiment, Live to Ride a énormément contribué à la réussite de cet événement. Je peux même dire qu'ils ont été un peu l'idée est venue d'eux d'organiser cet événement. Donc, il y a eu une édition l'année dernière qui a été une édition test. C'était plutôt une édition nationale. Donc vraiment pour mettre un peu les mécanismes en place, etc. Avant d'accueillir beaucoup plus de monde. Et l'année dernière, l'édition s'était limitée à la wilaya d'Alger. Donc vraiment c'était juste l'exposition qui s'est faite. Et cette année, on a décidé d'inclure un peu une sorte de tour touristique, mais qui était aussi un peu chronométré parce qu'il fallait une sorte de rallye de régularité. On leur a donné une vitesse moyenne à respecter, et ça aussi, ça fait partie un peu de la prévention routière, parce que malheureusement, on connaît l'implication des motards dans les accidents de la route. Et on veut aussi donner l'image que aussi les motards respectent le code de la route et peuvent respecter le code de la route. Voilà, c'est-à-dire le respect du code de la route permet de protéger des vies, de protéger les personnes qui pratiquent, justement qui montent sur leur moto, et ces riders qui sont passionnés. Donc on ne peut pas, sous prétexte que certains ont un comportement négatif, sanctionner ceux qui aiment et qui font ça par passion, à l'image donc de Nawel Hamza ici présente, donc, qui est une vraie championne et qui aime ça depuis toute jeune. Encouragée, vous le disiez dans le reportage, par vos parents qui ne se sont jamais opposés, parce que vous êtes une personne responsable. Oui, ils m'ont soutenue, ils ont accepté le fait que je fasse de la moto, malgré, au fond, ils sont réticents, ils ont peur pour moi quand je sors, si je rentre un tout petit peu tard, donc ils sont là. Mais je suis responsable, je suis responsable. Et je fais très 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 attention parce que nos routes, vous voyez, il y en a qui conduisent les voitures, ils sont là avec le téléphone, il y en a qui
Ouais, donc je fais très attention. Une photo très belle vient de passer. Vous portez ce casque qui est très très beau, hein, très féminin aussi. Oui, exactement. Et vous avez une moto qui est très puissante. C'est vraiment une moto de compétition et sportive. Oui, c'est une moto de compétition sportive. C'est une Honda, donc 1000 cc. Donc c'est une moto débridée qui est dangereuse et sportive et très nerveuse, d'où je suis formée et habituée à la conduire. Mais vous la sortez souvent? À quelle fréquence vous sortez votre petit bijou? Une moto comme celle-là, c'est une fois chaque 15 jours ou le week-end, pas tous les jours. Ce n'est pas un moyen de transport, ce n'est pas un petit scooter. Elle nécessite la vitesse au niveau des autoroutes ou longue distance ou hors wilaya. Oui, très bien. Dans votre milieu professionnel, j'imagine que vous êtes très célèbre de par cette activité, cette passion? Exactement. Même au niveau de mon milieu professionnel en tant que médecin, même à l'hôpital, ils connaissent que je suis pilote moto. Ils m'ont vu déjà, ils sont reconnaissants, genre ils sont fiers de cela. De voir vos réalisations et puis vous mettez au service cette notoriété pour sensibiliser contre certains fléaux, pour sensibiliser par rapport ne serait-ce que des dangers de la route et autres aspects de la vie d'un sportif, n'est-ce pas? Parce que vous êtes quand même, sur les réseaux sociaux, vous êtes plus connu sous le label Queen Mill RR, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est comme ça que les internautes vous connaissent le plus. Aujourd'hui, ils ont la véritable identité qui se décline à travers votre présence parmi nous, mais vraiment, ça prend de l'ampleur. Donc vous êtes présente et vous sentez le poids de ou la responsabilité que vous avez à l'égard de tous ceux qui vous suivent? Oui, actuellement, l'ampleur a augmenté, je ressens la responsabilité. Moi, mon but, c'est de donner une bonne image de la femme algérienne, qu'elle peut faire de la moto. La moto, c'est un sport pour les hommes. C'est-à-dire, moi, je veux franchir et montrer à la femme qu'elle peut faire ce qu'elle veut, si elle en a rêvé. Si elle en a rêvé un jour, il ne faudrait pas qu'elle limite ses rêves, n'est-ce pas? Donc, les rêveurs sont nombreux, ils étaient nombreux en tout cas à venir, apprécier cette belle parade que vous leur avez offerte le week-end dernier. Oui, tout à fait. Vraiment, on ne s'attendait pas à une telle affluence. Déjà, en parlant de parade, c'était impressionnant de voir qu'il y avait des gens qui étaient au bord de l'autoroute, des adolescents, des gens en famille qui se sont arrêtés ils ont vu parce que première moto passait et ils sont arrêtés pour suivre le reste de la parade. Il y avait dans des endroits vraiment où est-ce qu'on ne les attendait pas. Il n'y avait rien à côté d'où est-ce qu'ils pouvaient venir, mais on les avait trouvés donc sur la route. Et une fois arrivés donc au parking du Caroubier, on était vraiment impressionnés de voir l'affluence du public. On avait des invités durant l'après-midi et l'un d'eux nous avait dit qu'il avait mis 2 heures pour accéder au parking. D'accord. Et pour nous, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est une fierté. C'est quelque part, une réussite, exactement, un pari remporté. C'est un signe de réussite, exactement, et j'espère que les prochaines éditions seront encore meilleures. On souhaite qu'il y ait le même engouement. En tout cas, on voit le plaisir, les images, pendant que vous parliez, on voyait les images donc de Nawel qui défilait, et on la voyait vraiment très, très épanouie sur sa moto. C'est un sport comme un autre, c'est un hobby comme un autre, c'est celui que vous avez choisi. Est-ce que dans la famille, il y en a d'autres, des passionnés de moto? Oui, il y a mon frère, oui, mais pas vraiment. Mais beaucoup plus, moi, dans le sport mécanique. Donc, voilà, beaucoup de complexes, j'imagine que vous devez le complexer par rapport à votre puissance ou maîtrise, j'imagine. Mais en tout cas, voilà. Et quelles sont vos ambitions, dites-moi, Nawel? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous envisagez de continuer cette carrière longuement, d'être dans la compétition ailleurs qu'ici? Mes ambitions, c'est continuer la compétition, représenter, l'Algérie, pourquoi pas pour des compétitions internationales, aller représenter l'Algérie.
Voilà. Oui, Inch'Allah. En tout cas, voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous souhaite vraiment de réussir dans ça et d'avoir accès à des compétitions qui vous permettront un petit peu d'avoir cette adrénaline, de pousser encore plus loin et voilà, de faire l'effort de réussir encore plus et plus. Donc, les sports mécaniques ont de beaux jours devant elles. Oui, tout à fait. Déjà, quand on voit déjà la passion que ça anime autour, qui est animée autour des sports mécaniques, on a vu aussi avec les enfants qui sont venus pour participer parce qu'il y a une école au niveau de la fédération pour la formation des jeunes pilotes. Donc, pour le moment, on a une vingtaine de pilotes en herbe exactement, qui sont en train d'être coachés, etc. On espère les avoir dans les circuits internationaux bientôt, ça c'est déjà en moto, et bientôt il y aura la même chose qui va être lancée en karting pour la catégorie automobile. Très bien, donc pour avoir toutes ces informations, il suffit d'aller sur le site de la fédération, donc dont vous êtes le secrétaire général, secrétaire général de la Fédération algérienne des sports mécaniques, Monsieur Massi Bouagache. Merci infiniment. Merci également à Nawel Hamza de nous avoir permis de découvrir sa passion ce matin. Donc vous êtes pilote et puis vous avez pris part et remporté un trophée lors de la 2e édition Algeria Bike Week entre le 23 et le 27 mai écoulé. Et le Gymkhana aussi. Et le Gymkhana aussi, voilà. Bon vent pour la suite, j'ai envie de dire. Beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et puis pour ceux qui sont encore là, derrière leur petite lucarne, on va finir avec une note poétique avec des arts plastiques. On va parler justement de peinture dans un instant, une très belle exposition qui se profile. On va en parler avec nos invités qui vont me rejoindre après ceci. Voilà, je vous le disais à l'instant, une très belle exposition qui se profile, une exposition collective. Donc, deux empreintes de l'art algérien sont là, elles sont présentes avec nous. Donc, en l'occurrence, Safia Khalfaoui, bonjour. Bienvenue.
Et puis aussi Saïd Chaouch. Ça va, vous allez bien? Ça va, je dis bonjour aux téléspectateurs, que ce soit en Algérie, en dehors de l'Algérie, et tout ce qui suit notre chaîne. Voilà, du 1er au 12 juin prochain, donc vous participerez à une exposition collective avec une belle brochette d'artistes également. Donc ce sera à la galerie d'Al-Qsar, l'Achour. Certains artistes qui exposent avec vous, vous les connaissez déjà, à l'instar de Dokman? Oui, ben, c'est des artistes. Ben, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ben, il y a 11 artistes qui vont participer, Inch'Allah. Ben, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Oui. C'est beaucoup plus promouvoir la jeunesse, les nouveaux artistes. Et puis, ça parle de mariage contemporain. Et on va discuter encore. Sujet, c'est un mariage contemporain qui est promis au public, un mariage auquel prennent part différents talents, à l'instar, donc, je le disais, de Safia Khalfaoui, qui a entamé sa carrière il y a quelques années, qui enseigne aussi l'art, la peinture, mais aussi l'art-thérapie, qui pratique l'art-thérapie. Ouais. Ben, je suis professeur formateur d'art plastique, retraité, je suis art-thérapeute et masterclass énergétique. Et vous savez, durant le cycle de ce parcours artistique, on a appris durant quand même ces années, enfin, beaucoup plus, je suis pédagogue et ben, c'est un monde qui coule dans mes veines, voilà. Oui, il coule aussi ce monde, cet univers des arts plastiques dans les veines de notre ami. Oui, certes, bien sûr. Moi, l'art, il m'a repris. D'ailleurs, avant de m'entamer vraiment professionnellement dans l'art, je faisais un métier technique que j'ai laissé derrière moi, que j'ai pratiqué presque, plus qu'une dizaine d'années. Oui, près de 13 ans, vous avez été architecte, urbaniste. Voilà, j'ai travaillé dans le domaine, sur des projets publics et tout. Maintenant, c'est l'art qui m'a repris. Et parmi tous les arts que je pratique, je me suis focalisé sur l'art plastique et la peinture artistique. Voilà. Et dans cet événement, on est 11 artistes. Chacun de nous va représenter 3 œuvres. Donc il y aura plus de 30 œuvres que je sollicite les gens à venir nombreux, à apprécier l'art ou la Caravansérail, voilà. Caravansérail, donc c'est cette escale artistique qui va vous permettre de partager des moments avec le public, avec aussi votre manière à vous d'exagérer les choses, de faire intervenir différentes techniques, mettre au profit d'une expression comme ça qui vous caractérise, qui est faite d'un éclatement de couleurs et de formes géométriques, n'est-ce pas? Bon, sincèrement, exagérer les choses, j'irai pas jusqu'à dire cela sans vous contrarier. Non, vous ne contrarierez pas. C'est parce que l'artiste, ses œuvres, c'est une expression en elle-même. D'ailleurs, moi, j'ai presque horreur, qu'on me dise qu'est-ce qui veut dire ce tableau ou ce tableau. Je dis que c'est pas une œuvre philosophique, ce sont des émotions. Voilà, c'est une expression en elle-même. Je ne vais pas la trahir en lisant comme si j'ai écrit des lettres. En fait, c'est-à-dire que vous utilisez les formes géométriques, vous faites intervenir parfois la calligraphie, vous faites intervenir la couleur au profit par exemple, là, ce sont une série de portraits qu'on vient de voir, mais il y a aussi cette touche un peu fantaisiste et surréaliste qui apparaît dans certains tableaux comme ceux qu'on vient de voir, les derniers là. Certes, de toute façon, je ne me suis pas saturé dans un seul courant artistique. Peut-être c'est l'inconvénient ou peut-être c'est l'opportunité. L'aventure a commencé vraiment concrètement il y a 5 ans, donc ce n'est que le début. Donc logique qu'on soit attiré. Je suis novice par rapport à madame, par rapport aux 11 artistes qu'on représente. Non, peut-être pas novice, mais vous êtes spontané, vous laissez votre inspiration vous guider. Là, vraiment, on est vraiment dans le registre surréaliste, comme sur ce tableau qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans le surréalisme? Est-ce que
la possibilité peut-être de vous amuser. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, tout à fait. Il n'y a pas de limite, on s'amuse aussi. C'est une sorte de thérapie aussi pour moi quand je peins. Je vous dis la vérité, certes, parfois on passe dans des moments où on applique des trucs très techniques et très compliqués, certes. Mais la majorité du temps, bon, moi personnellement, peut-être Madame Rahat Chatarni Rai, on s'amuse. On va lui demander justement. Bon, elle qui est une connaisseuse par rapport à l'art-thérapie, elle sait combien l'art apaise l'âme, l'art peut aussi enrichir l'âme. Oui, exactement. C'est ce que vous essayez aussi de faire avec certains patients. Oui, déjà, je salue mes patientes qui me regardent en ce moment. C'est vrai que durant ma carrière de 32 ans d'enseignement, j'ai quand même beaucoup appris par rapport à mes élèves, aux parents d'élèves, à mon entourage. Et puis, en touchant la peinture, on s'éclate, je dirais. On s'éclate, on s'exprime d'une façon, je dirais, enfin, chaque artiste, comment il va, sa peinture, sa touche. Eh bien, moi, j'ai fini quand même les dernières années par une touche un peu spéciale, c'est les visages, et puis je m'exprime. Des visages qui sont dans des environnements un peu fantastiques aussi, un peu, comment dire, fluides, donc un peu inattendus parfois, parce que ce sont des compositions qui ne sont pas carrées, qui ne sont pas figées. Donc, j'imagine un petit peu que c'est une gestuelle qui est guidée un peu par vos sens et vos émotions. C'est un instinct, c'est des émotions, c'est par rapport à notre entourage, nos voisins, nos familles. Et puis, ça vient, c'est une idée qui vient comme ça par hasard. Ben, même si vous allez vous exprimer, vous allez dire un mot, et puis moi, hop, il y a il y a une image qui apparaît, il y a une couleur qui vient, il y a un geste qui suit, et puis voilà, l'œuvre se construit. Et on s'inspire de n'importe quoi et de n'importe où. Et à n'importe où et n'importe quel moment avec un bâton ou un caillou, et puis les idées, ça vient spontanément. Donc, oui, absolument. Parfois, c'est pensé, réfléchi, dans la mesure où, par exemple, notre ami ici présent a rendu hommage à beaucoup d'artistes, des artistes contemporains, des artistes musiciens essentiellement. Je crois qu'il a une passion pour la musique aussi, non? Oui, je suis un mélomane. Je joue aussi un peu, mais je me suis focalisé sur la peinture. Oui, vous avez rendu je fais hommage. en sorte de rendre hommage aux artistes que j'aime, que ce soit des artistes algériens ou universels. Oui. Ça me vient à la tête de dessiner un artiste, j'essaie de... Un Bob Marley, par exemple. Par exemple, ou un Fawzi Beblouz, bien de chez Georges nous. Brassens, voilà. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vous avez, voilà, chacun une petite empreinte à partager avec ce public qui va vous rejoindre du 1er au 12 juin à la galerie d'Al-Aqsar pour un mariage contemporain. Donc, ce sont des expressions très contemporaines que vous allez découvrir. Entre autres, Safia Khalfaoui qui nous a fait le plaisir de venir ce matin et Saïd Chaouch ici présent. Donc, on a été ravis de vous recevoir. Bon vent, je dirais, et bonne chance pour cette exposition. Soyez les bienvenus. J'invite tout le monde à venir voir notre exposition, que chaque artiste s'éclate à sa manière. Chaque artiste voit à sa manière le mariage algérien et je dirais soyez les bienvenus. Voilà, vos œuvres ont beaucoup voyagé, vous avez été dans différents pays arabes, vous avez fait tous les continents pratiquement à part l'Australie. Oui, Inch'Allah, prochainement. Il faudra peut-être programmer aussi l'Australie. Inch'Allah. En tout cas, là, ils voyageront à travers les cimaises de cette belle et jeune galerie d'El Achour pour le public qui souhaiterait vous découvrir. Donc, c'est le lieu, c'est la galerie d'Al-Aqsar. Awad Rahman, bienvenue. Bienvenue pour découvrir cette brochette d'artistes. Et soyez nombreux. Oui, je tiens à dire ça. J'invite tous mes amis, les gens qui nous voient. Je vous invite bien sûr, Canal Algérie, Inch'Allah, sera présente parmi nous. On espère, on espère, en tout cas, on espère chaleureusement, gars. Je vous souhaite toute la réussite et je souhaite une excellente journée à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous dis au revoir et à très bientôt.